Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, un massacre, un nouveau massacre dans l'est de la République démocratique du Congo à Béni. L'attaque est attribuée aux rebelles ADF, affiliés à l'État islamique et actifs en RDC et en Ouganda. Les précisions à suivre. Ousmane Sonko dans un coma profond selon son avocat, un état consécutif à une nouvelle grève de la faim entamée par le leader de l'opposition sénégalaise la semaine dernière. Nous irons sur place dans ce journal. George Weah en tête du premier tour avec une faible majorité à la présidentielle au Libéria. Le président sortant devance de moins de 8000 voix Joseph Boakai, l'écart le plus mince de l'histoire libérienne depuis la fin de la guerre. On ouvre ce journal par la République démocratique du Congo où un nouveau massacre a eu lieu à l'est du pays. Une vingtaine de civils ont été tués dans la nuit du lundi à mardi à Béni. L'attaque a été attribuée aux rebelles ADF, un groupe armé affilié à l'État islamique actif en RDC et en Ouganda. Les précisions de notre correspondante Aurélie Bazara-Kibangula. C'est une nuit d'horreur dans le territoire de Béni, dans l'est du pays. Au moins 20 personnes ont été tuées, des mineurs comme des adultes. Un membre de la société civile nous a expliqué que des hommes armés ont fait irruption vers 23 h dans un quartier de la cité d'Oïcha. Ils sont entrés dans les maisons et ont tué leurs habitants par armes blanches. Ils ont ensuite pillé les maisons avant de partir. Alors cette attaque est attribuée aux ADF, un groupe armé accusé d'avoir tué des milliers de civils, un groupe armé qui a fait allégeance à l'État islamique. Alors la tension était vive à Oïcha après l'attaque selon les membres de la société civile que nous avons contactés. Des manifestants ont brûlé des véhicules humanitaires pour montrer leur colère. Ils réclament plus de sécurité pour leur territoire. À Béni, les attaques de groupes armés sont fréquentes et meurtrières. La RDC et l'Ouganda ont lancé il y a 2 ans une opération militaire conjointe pour tenter de mettre fin aux attaques des ADF. Alors si plusieurs bastions terroristes ont été neutralisés, cette offensive militaire n'a en revanche pas permis de faire baisser le niveau de violence contre les civils, selon l'ONU. Ousmane Sonko serait dans un coma profond selon son avocat. Maître Clédor Ly a fait un point sur l'état de santé de son client. Le premier opposant sénégalais est en prison depuis fin juillet et qui avait entamé une nouvelle grève de la faim la semaine dernière. Le point avec notre correspondant Eliman Dao. La situation d'Ousmane Sonko est alarmante et son état de santé s'aggrave de façon inquiétante. C'est là des propos de Maître Ciré Clédor Ly, l'avocat d'Ousmane Sonko, dans une publication écrite ce matin. Il informe que Ousmane Sonko est entré dans un coma profond. On a tenté d'en savoir un peu plus du côté des autorités. Il faut dire que pour l'instant, peu d'informations filtrent sur ce sujet. Le directeur de l'administration pénitentiaire que j'ai joint au téléphone ne confirme ni n'infirme cette information. Il précise n'avoir pas été mis au courant d'une aggravation brusque de l'état de santé d'Ousmane Sonko. L'opposant est en détention, je rappelle, depuis près de 3 mois. Il a entamé une deuxième grève de la faim il y a une semaine. Le porte-hélicoptère français Mistral est en mission de 4 mois dans le golfe de Guinée pour lutter contre la piraterie et les trafics en tout genre. La marine française collabore également avec de nombreux pays de la région comme le Nigeria et le Sénégal à travers des exercices conjoints et un partage d'informations. Explication de Laurent Bertécher. Sur cette plage de Lagos, des militaires français et nigérians simulent une libération d'otages. Un scénario récurrent dans le golfe de Guinée, l'une des zones maritimes les plus dangereuses au monde. Il y a eu dans le golfe de Guinée un pic d'insécurité aux alentours des années 2020 avec un fort niveau d'attaques et de kidnapping, donc d'attaques de pirates. Dans le cadre de l'opération Corymbe, lancée en 1990, un bâtiment de la marine française est en permanence déployé dans le golfe de Guinée. C'est actuellement au tour du Mistral, deuxième plus grand navire de guerre français, de patrouiller les côtes ouest-africaines. Sa principale mission, lutter contre la piraterie et le trafic de stupéfiants. Dans ce cadre, les militaires français collaborent régulièrement avec le Nigeria, le Sénégal ou encore l'Angola et disent avoir beaucoup à apprendre de leurs collègues africains.
Je pense que la marine nigériane peut nous apporter son expérience de la lutte contre la piraterie, la lutte contre le banditisme dans la frange côtière. Ils ont quand même une expérience très importante, des bateaux qui sont dédiés à ça. Mais la présence du porte-hélicoptère français dans la région est aussi source de controverses. En septembre dernier, les autorités militaires nigériennes accusaient Paris de déployer ses forces en vue d'une future agression. Des accusations démenties par le capitaine du Mistral, qui n'exclut pourtant pas une participation du navire à l'évacuation des troupes françaises chassées par Niamey. Georges Weah devance d'une courte tête l'opposant George Boakai au premier tour de la présidentielle libérienne. Le président sortant est arrivé avec 43,84% des voix contre 43,44%, soit un écart de 7361 voix, l'écart le plus mince de l'histoire libérienne depuis la fin de la guerre. On écoute la présidente de la commission électorale. Les résultats du scrutin du 10 octobre montrant qu'aucune liste présidentielle n'a obtenu 50% des voix, plus une, un second tour est donc déclaré pour le mardi 14 novembre 2023 entre les deux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. La liste présidentielle de la coalition pour le changement démocratique, le CDC, menée par M. Georges Manneh Weah, et une liste présidentielle du Parti de l'Unité, UP, menée par M. Joseph Nyouma Boakai. 20 ans de prison ferme requis contre l'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz est jugé depuis janvier de cette année à Nouakchott pour avoir abusé de son pouvoir afin d'amasser une fortune immense estimée à plus de 67 millions d'euros. L'ouverture du procès de Siro contre la toux frelatée a repris ce mardi à Banjul. 70 enfants étaient morts intoxiqués après avoir consommé des médicaments fabriqués en Inde et qui n'avaient fait l'objet d'aucun test. Le ministère gambien de la Santé ainsi que l'Autorité nationale de régulation du médicament sont dans le box des accusés. On écoute le père d'une des victimes. On réclame la justice. Il faut qu'on sache ce qui s'est passé pour qu'une telle chose ne se reproduise plus. Ces pauvres enfants méritaient d'avoir une longue vie. Le gouvernement aurait pu empêcher ce drame. En surveillant mieux l'entrée de ces médicaments sur le sol gambien. Quelle position diplomatique adopter face au conflit israélo-palestinien? Une question délicate qui concerne plusieurs chancelleries dans le monde et en Afrique en particulier. L'Afrique du Sud, où l'appel de la ministre des Affaires étrangères à des dirigeants du Hamas a soulevé de nombreuses critiques. Les autorités sud-africaines ont très vite réitéré leur neutralité dans le conflit. La population, elle, est divisée. Plusieurs manifestations ont lieu ce week-end. Caroline Dumais, Stéphane Carsten et Eunès Masson. Nouvelle manifestation pro-palestinienne au Cap. Mandela Mandela, le petit-fils de Nelson Mandela qui s'est converti à l'islam, compte bien faire entendre sa voix. Nous sommes aux côtés du Hamas et de la résistance palestinienne. Et nous nous battrons avec eux pour nous assurer qu'eux aussi réussissent leur libération au cours de leur vie. Les propos de certains militants de l'ANC ne sont pas de nature à rassurer la communauté juive sud-africaine qui, elle aussi, organise ces marches. Les manifestants pro-israéliens porteront ces t-shirts reproduisant les photos des enfants kidnappés le 7 octobre dernier. 2 Sud-Africains sont morts dans l'attaque. On a essayé de contacter le gouvernement, mais on n'a jamais reçu de réponse. Aucune compassion envers nous ou envers les familles des victimes. Alors on a décidé de publier une lettre dans les médias, dans le Sunday Times. Monsieur le Président, et là seulement, mon président a réagi. Ramaphosa est le président de l'ANC, mais aussi du pays. Il a donc dû préciser que soutenir la cause palestinienne ne signifie pas soutenir le Hamas. Pretoria aimerait jouer les médiateurs, mais en 30 ans, toutes les initiatives sud-africaines ont échoué, y compris celle de l'ancien président Thabo Mbeki, qui était pourtant considéré comme l'une des plus neutres.
Pour ce spécialiste, les Sud-Africains sous l'apartheid n'avaient pas le même type de conflit qu'au Moyen-Orient. Les Sud-Africains partageaient une même identité. Les Israéliens et les Palestiniens ne partagent pas la même identité. La campagne des Palestiniens est pour l'indépendance et la séparation d'Israël, alors que la campagne de la communauté noire était pour l'égalité et l'intégration de tous dans un cadre politique commun. Le modèle sud-africain n'est pas exportable et au pays de Nelson Mandela, les manifestations pro-palestiniennes se multiplient. Allez, tout autre chose à présent. Le breakdance fait désormais partie des disciplines olympiques. Une opportunité pour de nombreux amateurs de ce style de danse urbaine, symbole du New York des années 80. Mais si l'engouement est bien réel, comme au Kenya, il n'existe que 8 fédérations de breakdance sur tout le continent africain. Clarisse Fortuné. Des mouvements saccadés, acrobatiques et des figures au sol. Le breakdance, un style de danse symbole du New York des années 70-80, encore populaire aujourd'hui. Zushi Afrika, un danseur professionnel, s'est découvert une passion il y a plus de 10 ans. Pour lui, un moyen d'éviter les dangers de la rue et de donner un sens à sa vie. Et je me souviens de cette époque. Je n'en avais vu que dans les films. J'étais fasciné par tous ces mouvements fous que ces gens faisaient. Je me suis dit, je veux faire ça. Aujourd'hui, le breakdance est une discipline inscrite aux Jeux Olympiques. Mais le Kenya ne sera pas représenté en 2024 par manque de moyens. Il y a un gros manque de soutien, pas seulement dans le breakdance, mais je pense à toutes les formes d'art dans tous les domaines. Je pense qu'il y a un gros manque. Le breakdance est aujourd'hui aux Jeux Olympiques et cela aurait été bien que le gouvernement vienne soutenir la scène locale du breakdance. Nous ne sommes pas les seuls. Pour toute l'Afrique, seuls 8 pays sur 54 ont une fédération. Malgré le faible nombre de fédérations sur le continent, les breakers espèrent tout de même inspirer toute une génération. Il y a encore de l'espoir. Auparavant, nous n'étions pas pris au sérieux. Mais maintenant, depuis que le breakdance a été reconnu aux Jeux Olympiques, beaucoup de gens ont de l'espoir. C'est quelque chose qu'ils peuvent faire et auquel ils peuvent participer. Ça peut rapporter de l'argent. C'est quelque chose qui peut construire ou enrichir une carrière. Pour l'instant, je peux dire que le break va quelque part. Zushi Afrika et d'autres danseurs espèrent se retrouver sur la route du podium olympique. Et c'est sur ces images que nous refermons ce journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, en particulier ceux de Beni à Nouakchott, en passant par Monrovia. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.